saut. Alors bien bonjour, on va y aller longuement parce que si on veut être capable de respecter le temps, puis les collègues aussi veulent présenter des choses intéressantes. Donc l'objectif de la présentation, c'est de pouvoir faire un tour rapide en fait de cours qu'on a développé à la TELUC. La TELUC, c'est la petite université dans laquelle je travaille, qui est une université en formation à distance. Donc on est la seule université francophone à Sinon, vous entendez excusez. sur Internet. Parfait. Donc, il va falloir que je reste derrière le lutrin. OK, c'est bon. Donc, on est la seule... Excusez, on va y aller moins fort. On est la seule université francophone qui est totalement à distance. Je vais y aller tout de suite d'abord avec la présentation du plan. Réduire un petit peu. Je suis désolé, j'ai un problème avec le PowerPoint. J'étais obligé d'y aller en PDF. Donc, deux buts. Le premier, c'est d'identifier les modalités qui favorisent une efficacité optimale de la formation continue. Et le deuxième, c'est de présenter les grandes lignes de la démarche de formation continue hybride, parce que c'est une démarche hybride qu'on a mis en place. Il y a une partie qui se fait à distance, il y a une partie qui se fait aussi en présentiel, en accompagnement. Donc, c'est une démarche hybride qui est aussi basée sur les résultats d'une étude exploratoire que je vais vous présenter. L'objectif, c'était de vérifier l'impact de la formation sur les pratiques professionnelles des enseignants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé finalement, dans le cadre d'un projet pilote, à mettre en place un cours, puis au fur et à mesure que ce cours-là s'est déployé, compte tenu qu'on était dans de l'innovation, je voulais vérifier si les objectifs qui étaient prévus étaient réellement atteints. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par notre remise d'un questionnaire que je pourrais vous présenter tantôt, on est allé vérifier du côté des intervenants qui ont suivi le cours, est-ce qu'effectivement le cours répondait aux objectifs qui étaient visés. Donc, rapidement, 4 points au niveau du plan, c'est-à-dire, premièrement, voir c'est quoi les modalités d'efficacité de la formation continue, parce que quand on se parle de formation continue, il y a certains éléments qu'il faut avoir en tête pour assurer autant que possible l'efficacité. Ensuite, on va aller voir les grandes lignes de la formation continue en enseignement efficace en mode hybride. Je vous présente rapidement l'étude exploratoire, les résultats, conclusions, puis on se gardera aussi une période de questions à la fin. Donc, si on continue. Petite mise en contexte au départ. Depuis maintenant, au-delà d'une dizaine d'années, je dirais 15 à 20 ans, le mouvement des réformes des systèmes éducatifs s'appuie sur la formation continue des enseignants pour essayer de modifier les pratiques enseignantes, puis d'améliorer aussi l'apprentissage des élèves. Dans le fond, l'équation qui a été établie, c'est qu'à partir du moment où on veut favoriser l'apprentissage des élèves, si on est en mesure de modifier les pratiques pédagogiques des enseignantes, on devrait y arriver. Puis les réformes, finalement, mettent de l'avant l'idée que, à partir du moment où on intervient sur les pratiques en formation continue, on devrait être en mesure, d'une part, de les modifier, puis d'autre part, d'améliorer l'apprentissage des élèves. Sauf que, malgré cette équation-là qui semble très logique, déjà le ministère de l'Éducation du Québec, en 1999, amenait l'élément suivant, c'est-à-dire qu'il disait qu'il faut s'interroger sérieusement sur les retombées du perfectionnement sur les pratiques enseignantes. Je cite ici un document qui a été produit par le ministère de l'Éducation à ce moment-là, qui disait que plusieurs ont la conviction que le perfectionnement n'amène pas de transformation et qui n'entraîne pas de changement réel quant à la qualité puis à l'efficacité des services éducatifs. Donc, d'une part, on dit que finalement, la formation continue devient la voie à privilégier pour favoriser la modification des pratiques, puis l'amélioration des apprentissages des élèves. Mais d'autre part, ce qu'on constate, c'est que les objectifs qui sont visés ne sont pas nécessairement toujours ceux qui sont atteints. Dans cette perspective-là, ce qui devient important, c'est que si on veut obtenir l'effet désiré, il faut s'assurer que les activités de formation continue respectent les modalités qui favorisent une efficacité optimale. On en a finalement de deux ordres. D'une part, sur le plan du contenu, il faut avoir les stratégies qu'on va proposer aux enseignants, il faut que ce soit des stratégies qui sont basées sur des données probantes.
quand on parle de données probantes, finalement, il faut avoir des assises solides. Puis je fais référence particulièrement aux recherches expérimentales, groupe témoin, groupe contrôle. On a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour proposer aux enseignants des stratégies qui, finalement, ont pu être vérifiées de façon empirique. Ça, c'est une chose. Sur le plan de la démarche, l'autre élément qui est important, c'est de se donner des conditions qui favorisent le changement des pratiques professionnelles. Donc, à partir du moment où la formation continue respecte finalement ces deux éléments-là, on devrait être en mesure d'obtenir les effets qu'on vise à partir des intentions qui étaient au départ celles qui avaient été mises en place. Donc, je poursuis. Quand on se parle des modalités d'efficacité de la formation continue, bien, il y a différentes méta-analyses des synthèses de recherche qui ont permis d'identifier les éléments essentiels pour être capable d'avoir des balises sur lesquelles on peut s'appuyer. Je vous les présente rapidement. Fondamentalement, il y en a 5. D'une part, il faut s'assurer de proposer aux enseignants des interventions directes en salle de classe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un contexte de formation continue, si on veut que les enseignants puissent mettre en application quelque stratégie que ce soit, il faut que ces stratégies-là puissent être applicables. On ne peut pas demander aux enseignants, finalement, de faire un effort de transformation trop grand. Il y en a qui vont y arriver, mais de façon générale, ce qu'on constate, c'est que si la mise en application n'est pas suffisamment directe, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs qui sont visés. Il faut aussi leur présenter sur quoi s'appuient ces interventions-là. C'est-à-dire, c'est toute la base, finalement, théorique, tout le rationnel, tout le sens qui soutient ou qui supporte ces interventions-là. Leur expliquer en quoi celles-ci peuvent les aider, c'est-à-dire, finalement, de quelle façon ça peut favoriser leur enseignement, de quelle façon ça peut favoriser aussi l'apprentissage des élèves, donc comment ça peut les aider. Leur montrer comment les appliquer quotidiennement. Donc, on s'oriente finalement dans une perspective de pouvoir mettre en application, mais de façon soutenue, c'est-à-dire avec une base, entre autres, de modelage qui va permettre aux enseignants de se les approprier, puis ensuite de passer à l'action. Et finalement, le dernier élément qui est fondamental, puis c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en jaune, il faut aussi mettre en place une démarche d'accompagnement. C'est-à-dire que quand on regarde actuellement les résultats de recherche sur la formation continue, ce qu'on constate, c'est qu'un des éléments essentiels qui va favoriser la mise en application de ces stratégies-là, c'est vraiment d'avoir une démarche d'accompagnement où les enseignants vont pouvoir être soutenus à l'intérieur de l'application des différentes stratégies qui leur sont proposées. Compte tenu de tout ça, donc, à partir du moment où on a voulu développer le cours en ligne qui s'appelle « L'enseignement efficace, fondements et pratiques », on a pris en considération finalement autant les éléments qui étaient liés sur les aspects du contenu que sur les aspects du contenant. Donc, au niveau de la démarche, on s'est assuré autant que possible de pouvoir être en mesure de respecter les différentes balises que je viens de vous présenter. Puis, quand on se parle de stratégies d'enseignement efficace, ce sont des stratégies qui ont été aussi validées par les recherches empiriques. Donc, on a une base de recherche solide sur laquelle on peut s'appuyer pour être capable de proposer des stratégies aux enseignants. Et ce qui est intéressant quand on se parle d'enseignement efficace, c'est que ce ne sont pas des stratégies qui ont été inventées par un chercheur, ce sont des stratégies qui ont été observées au départ dans une salle de classe. C'est-à-dire que comment a-t-on pu faire pour identifier des stratégies d'enseignement efficace? Il y a des chercheurs dans les années 70, un plus particulièrement qui s'appelle Rosenshine, un chercheur américain, qui a fait des observations en classe, qui est allé observer des enseignants efficaces, des enseignants efficaces qui étaient identifiés comment sur la base des apprentissages que les élèves faisaient, pour en arriver à identifier finalement un certain nombre de stratégies qui étaient sensiblement les mêmes que les enseignants utilisaient, peu importe qu'on soit au primaire ou au secondaire. Donc, dans un premier temps, on identifie ces stratégies-là. Dans un deuxième temps, à partir du moment où Rosenshine était capable d'identifier une base de stratégie, il s'est dit, si on prenait des enseignants novices, puis qu'on leur enseignait des stratégies qui ont été finalement identifiées chez des enseignants experts, est-ce qu'on serait en mesure d'améliorer l'apprentissage des élèves? Donc, ce qui a été fait dans un deuxième temps, avec groupe témoins, groupe expérimentaux, où on a pris finalement des enseignants novices à qui on a enseigné ces stratégies-là, où on a fait la même chose d'un autre côté avec des enseignants pour lesquels il n'y avait pas de travail qui était fait sur les stratégies, puis on a comparé l'impact qu'il y avait sur l'apprentissage des élèves pour constater finalement que ça avait un impact positif. Donc, ces stratégies-là, finalement, ce qui est à retenir, c'est que ce sont des stratégies qui ont été d'abord identifiées chez les enseignants, ce qui fait que quand on les présente à des enseignants, il y a des enseignants finalement qui reconnaissent des stratégies qu'ils utilisent déjà. C'est un aspect intéressant du travail en enseignement efficace. Donc, on a développé un cours de deuxième cycle
parce qu'on s'adresse à des enseignants en exercice, donc des enseignants qui ont déjà une formation de premier cycle, pour être en mesure, d'une part, d'en arriver à développer cette formation-là. On est parti d'une formation qu'on avait déjà donnée en présentiel, puis on a travaillé autant avec des enseignants du primaire que du secondaire. C'est un cours, le cours qui est offert, c'est un cours qui est complètement web, où on a différents types d'activités, des lectures, des capsules multimédia, puis on essaye vraiment d'être le plus interactif possible. C'est un cours qui se situe vraiment dans une perspective de développement professionnel, puis qui fait aussi appel à une démarche de pratique réflexive. Puis, ce qui est important, c'est que c'est un cours où les enseignants qui le suivent sont accompagnés par ce qu'on appelle un chargé d'encadrement, c'est-à-dire c'est une personne qui va être là pour répondre à leurs questions, qui va être là aussi pour les soutenir au fur et à mesure qu'ils progressent dans leurs apprentissages. Les interventions se font habituellement par courriel. Ça peut se faire aussi par Skype. Et comme on a une formule qu'on a développée où il y a des accompagnants qui sont sur place, bien, ça peut se faire aussi directement en présentiel. Les deux cours, en fait, on a développé un cours en deux volets, c'est-à-dire un volet qui s'adresse aux enseignants qui s'appelle le volet enseignement. Ce cours-là, les deux grandes composantes d'un enseignement efficace, c'est la gestion de la classe et la gestion de l'enseignement. Puis fondamentalement, ce à quoi le cours finalement s'attarde, c'est trois choses, c'est-à-dire valider des stratégies d'enseignement efficace que les enseignants utilisent déjà, puis à partir des recherches qui les supportent, leur permettre de comprendre pourquoi ils sont plus efficaces que d'autres. Ensuite, systématiser l'utilisation de stratégies qu'ils utilisent peut-être de façon irrégulière, sans savoir qu'elles pouvaient obtenir un impact sur la réussite des élèves. C'est-à-dire, je me rends compte finalement que ces stratégies-là, je les utilisais déjà, mais peut-être pas de façon systématique. Une fois que je réalise qu'elles sont payantes, je peux les systématiser. Puis finalement, le troisième élément, c'est d'introduire des nouvelles stratégies dans leur pratique pédagogique, en ayant toujours en tête les conditions qui vont favoriser l'implantation de ces stratégies-là. Le deuxième volet du même cours, c'est-à-dire le volet enseignement, le deuxième volet, c'est le volet accompagnement. Compte tenu des recherches sur l'importance de l'accompagnement, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que si on voulait assurer le suivi pour que le cours en ligne puisse prendre racine à l'intérieur des pratiques pédagogiques, ça serait important de pouvoir avoir des gens sur place qui allaient supporter les enseignants. Et on s'adresse plus particulièrement, dans ce cas-là, aux conseillers pédagogiques dont c'est le rôle. On peut aussi travailler avec des directions d'école dont le rôle est aussi, jusqu'à un certain point, d'accompagner les enseignants. Donc, ce cours-là, c'est une variante du premier, le volet enseignement, où on a gardé 75% du contenu, puis on a pris un 25% de contenu orienté sur l'accompagnement pour favoriser, à ce moment-là, le développement de ressources locales. Et l'objectif, c'est d'en arriver à être capable d'avoir des gens qui vont pouvoir supporter les enseignants à l'intérieur de la mise en application, mais de façon à ce qu'ils puissent finalement de mettre les applications de façon quotidienne. Je passe rapidement sur la démarche de formation continue parce que ma collègue vient de me signaler qu'on a seulement 5 minutes. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est de s'assurer que les enseignants vont avoir un soutien. Et pour ce faire, la commission scolaire va aussi accepter de libérer les enseignants à l'intérieur de la démarche de mise en application des stratégies puis de la démarche d'apprentissage du cours, étant donné que c'est un cours que les enseignants font à la base à l'intérieur d'un investissement personnel. La reconnaissance que la commission scolaire va faire va reconnaître finalement l'implication des enseignants en les libérant 2 jours. Et il y a un autre bloc de 2 jours qui est aussi utilisé pour du suivi et de l'accompagnement par bloc de demi-journée. Donc, on a au total finalement 4 jours de libération, 2 pour des rencontres et 2 pour du travail personnel. Qu'est-ce qu'on a comme données actuellement après une première année et demie d'implantation, donc l'année dernière au 30 avril 2013, c'est-à-dire il y a un peu plus qu'un an maintenant? On avait au total, dans nos personnes inscrites dans le volet A, le volet B, 178 personnes. Si on regarde, le taux de réussite est de 80%. Donc, dans un contexte d'un cours en ligne où on travaille avec des gens qui sont dans une situation d'intervention professionnelle, des gens qui travaillent à temps plein, on est très satisfait des résultats. Comment on a fait pour recueillir les feedbacks? Et là, je passe rapidement. C'est un questionnaire que j'ai administré, qui est administré en fait par les personnes qui sont chargées d'encadrement, qui allaient vérifier différentes données, autant sur le contenu du cours, sur le système de formation, la démarche d'apprentissage. C'est un questionnaire qui était basé, entre autres, sur une échelle de Likert. Composition
de l'échantillon, ce qu'on constate, c'est qu'on a plus de gens du secondaire, mais on a des enseignants de différents niveaux. Donc, plus d'enseignants du secondaire, mais aussi des enseignants du primaire et des différents secteurs, c'est-à-dire l'adaptation scolaire, l'éducation des adultes, la formation professionnelle. Les résultats sont fort intéressants parce que moi, ce qui me préoccupait, c'était d'aller voir est-ce que effectivement, en termes d'une part d'appréciation, puis en termes d'impact sur les pratiques, on est capable de voir s'il y a une appropriation et si on aide les enseignants. Donc, ce qu'on a ici en termes de résultats, c'est le niveau d'appréciation générale qui est de 88 %. Quand on posait la question aux gens, en termes de contenu, est-ce que vous considérez que ce contenu-là est utile sur l'échelle de l'ICAP? On a 95 % des gens qui nous ont dit que le cours leur était beaucoup utile. En termes de l'impact des rencontres de suivi, 91 % des gens qui nous disent que les rencontres de suivi sont aussi très utiles. Et les deux derniers éléments qui sont fort intéressants, c'est sur l'auto-efficacité en gestion de classe et en gestion de l'enseignement. Parce qu'on sait qu'actuellement, le meilleur prédicteur qu'on a du transfert d'une formation, c'est l'amélioration du sentiment d'auto-efficacité ou l'efficacité personnelle. Donc, 84 % des gens nous ont dit se sentir beaucoup plus efficaces en gestion de la classe, puis 94 % des gens se sentir plus efficaces en gestion de l'enseignement. Et si on regarde rapidement du côté du volet accompagnement, je termine. Donc, on a 94 % des gens qui, en termes d'appréciation générale, nous disaient le cours, ils apprécient le cours, puis en termes d'impact sur autant l'efficacité de l'accompagnement que sur les outils, on a 100 % des gens qui nous disaient que finalement, les outils leur proposés leur étaient fort utiles. Je complète, je m'en vais en conclusion. À quoi on peut en arriver finalement comme conclusion à ce stade-ci? Ce qu'on constate, c'est que le cours atteint les objectifs visés. On a plus de 80 % des gens qui nous disent qu'ils veulent poursuivre. D'ailleurs, on va offrir à partir de l'automne un programme cours en efficacité de l'enseignement et des écoles, un programme cours de 9 crédits, c'est-à-dire il y a 2 autres cours qui vont s'ajouter. Ce qui est intéressant, c'est comme le modèle s'appuie sur de l'accompagnement, ce qu'on constate, c'est que l'espèce de formule combinatoire peut amener un changement du côté des pratiques, mais peut amener aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire que autant les enseignants au départ n'avaient pas nécessairement d'affinité par rapport à la formation en ligne, autant au fur et à mesure qu'ils s'approprient le média, ils sont en mesure d'y arriver. Je complète en disant finalement que c'est un modèle qui permet un transfert autant du côté des conseillers pédagogiques que des directions d'école. Puis, si vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus, je vais laisser à l'écran mes coordonnées. Si vous avez le goût d'en savoir un petit peu plus, d'une part, je vous invite à m'envoyer un courriel. Il y a un article qu'on vient de publier qui va être disponible d'ici quelques mois, mais je pourrais l'envoyer par courriel, mario.richard@commercialteluc.ca. Merci.